Nous allons cet après-midi aborder un sujet brûlant qui est celui du développement des techniques de chirurgie non invasive. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien ce dont il s'agit, ce sont des techniques qui ont pour but d'opérer de la même façon par des petites incisions ou sans incision du tout. Donc ce sont des techniques très différentes des techniques conventionnelles et qui ont pour but de faciliter la récupération du malade, de réduire la taille des incisions bien sûr, mais surtout de réduire la douleur et l'inconfort dans la période post-opératoire. Alors nous allons essayer de couvrir tous ces domaines et vous allez voir que le développement de la chirurgie mini-invasive conduit à utiliser des technologies nouvelles de traitement de l'image, de reconstruction de l'image, des techniques de réalité augmentée et ceci va être détaillé dans différentes spécialités en urologie et en chirurgie cardiaque et en chirurgie pulmonaire. Alors cette séance, j'ai l'honneur de la modérer avec notre collègue local d'ici, qui est le professeur Cao Xiaoping, qui est un chirurgien pulmonaire, essentiellement thoracique, qui utilise beaucoup les techniques de chirurgie mini-invasive. Alors nous allons commencer tout de suite par une présentation de l'IRCAD. L'IRCAD est cette structure qui facilite énormément l'éducation, la recherche dans ces techniques de chirurgie mini-invasive. C'est un institut qui a été créé par le professeur Marescot à Strasbourg, en France. Il y a désormais 2 autres IRCAD satellites, l'un à Taipei et un autre au Brésil. Et de très nombreux étrangers viennent à Strasbourg, à Taipei ou au Brésil se former à ces nouvelles techniques. Donc il y a une présentation qui aura lieu sous forme d'une vidéo. Est-ce que vous pouvez donner la vidéo, s'il vous plaît? Alors en attendant que la vidéo démarre, pour être sûr que nous terminions dans le temps, je demanderai à chacun des présentateurs de se limiter au temps de parole qu'il a été alloué et d'autre part, de faire en sorte que entre chaque communication, nous ne perdions pas de temps. Médicale, j'y suis très sensible et je souhaiterais remercier à nouveau le rôle prépondérant qu'a eu notre Voilà, notre ami Jacques Marescot, qui est membre de l'Académie de doyen médecine. Vincent Don dans ses relations entre la Chine et la France. Alors, on m'a demandé en 15 minutes de parler en fait de l'avenir de la chirurgie mini-invasive. Et la première question, c'est de se dire, mais quel est le challenge? Pourquoi il faut améliorer la chirurgie? Quand vous interviewez les chirurgiens, en général, tout le monde dit on est arrivé maintenant à un state of the art remarquable, le nombre de complications est vraiment très faible. Et en fait, quand on regarde en détail, on se dit on va prendre une opération simple, comme l'ablation d'une vésicule biliaire. Bien, on voit qu'aux États-Unis, ça varie entre 0,5 et 0,3%. Et si on prend le taux de statistique le plus bas, ça fait quand même 2250 malades qui ont une complication de voie biliaire, dont on sait que 2% d'entre eux vont terminer par une transplantation hépatique qui coûte 800 000 $ et qui, de temps en temps, peut se terminer, bien sûr, par la mort du malade. Alors on se dit que si les mêmes règles existaient en aéronautique, eh bien, vous voyez qu'il y a à Heathrow, par exemple, 1400 vols par jour. Eh bien, ça voudrait dire que s'il y a 0,3% d'accidents, eh bien, il y aurait 42 crashs d'avions à Heathrow. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose qui est totalement invraisemblable. Et donc, il faut se dire, si l'aéronautique a réussi à développer des règles phénoménales pour éviter tous ces crashs, c'est d'abord parce que l'aéronautique, et comme vous le voyez là, augmented aéronautique, ça veut dire que dans le cockpit du pilote, tout est assisté par ordinateur.
Et on peut aller jusqu'à l'automatique, le vol automatique. Et le vol automatique ne fait peur à personne. Et pourquoi il est possible? Il est possible parce que vous avez des vingtaines de sensors autour et dans l'avion qui permettent bien sûr de contrôler le vol beaucoup mieux que ne le fait l'œil et le cerveau humain. Alors on est arrivé au même concept de chirurgie augmentée. Et la chirurgie augmentée, c'est quoi? C'est se dire, on veut fournir au chirurgien tout ce dont il a besoin pour améliorer son geste. La première chose, c'est bien sûr augmenter sa vision, et notamment la vision en transparence. La deuxième chose, c'est qu'il puisse avoir des instruments de plus en plus intelligents, que ce soit en laparoscopie normale ou en endoscopie flexible. Et enfin, eh bien, il faut augmenter son cerveau, son intelligence, pour que le geste soit bien sûr beaucoup plus safe. Alors, tout part de l'image. Tout part de l'image et il est évident que le chirurgien va pouvoir améliorer son geste chirurgical s'il comprend mieux l'anatomie. Et s'il comprend mieux l'anatomie, ça veut dire qu'il faut lui apporter dans le bloc opératoire une image médicale qui est compréhensible par tout le monde, par le chirurgien, son assistant, l'environnement. Et on sait qu'une image chirurgicale normale, comme un scanner ou une IRM, est difficile à comprendre dans les détails de l'anatomie. Et donc, ce qu'il faut, comme on le voit là, c'est, avec des logiciels, transformer une image en 2 dimensions d'un scanner normal en une image en 3 dimensions. Mais cette image 3D va être mieux que ce qui existe actuellement sur les scanners 3D, puisque ça donne une image qui est interactive, dans laquelle on va pouvoir mettre des instruments virtuels pour travailler de façon virtuelle sur cette image. Et là, on voit par exemple sur 3 tumeurs du foie, eh bien, vous allez voir que les tumeurs du côté gauche, avec l'ordinateur, on va comprendre qu'il faut faire une trisegmentectomie, alors que la tumeur qui existe du côté droit, eh bien, on va proposer une destruction par radiofréquence. Et vous voyez qu'avec le logiciel, on arrive à avoir la meilleure position possible de l'aiguille, son meilleur trajet pour arriver au centre de la tumeur, destruction par radiofréquence. Ça, c'est ce qu'on appelle la simulation préopératoire. Et alors, une fois qu'on a cette image, eh bien, il faut que le chirurgien puisse s'en servir pour cette fameuse vision en transparence. C'est ce qu'on appelle la réalité augmentée. Et c'est très simple le concept. On a une image virtuelle, on a l'image normale par la caméra. Et vous voyez que ce qu'on veut, c'est la fusion des 2 images. Et cette fusion des 2 images va pouvoir nous permettre de voir en transparence. Et c'est ce qu'on appelle la réalité augmentée. Alors, on travaille à l'IRCAD depuis des années là-dessus. Et vous voyez que la première publication dans le prestigieux journal américain JAMA est en 2004, où on avait fait la première opération en réalité augmentée. Et à cette période, on ne pouvait le faire que pour des organes rétropéritonéaux, comme ici cette grosse tumeur verte qui est une tumeur de la surrénale, parce que dans la loge rétropéritonéale, il n'y a pas de mouvement des organes, notamment par la respiration. Et vous voyez que quand on dissèque la partie externe de la veine cave, on demande aux computer scientists de mettre en fusion l'image virtuelle et on voit dans la graisse en transparence. Et vous voyez, on dissèque la partie de la veine rénale et immédiatement dans la graisse, on voit où est l'artère polaire supérieure du rein qu'il faut bien sûr dans cette chirurgie surrénalienne absolument préserver. Mais le problème est beaucoup plus complexe en chirurgie abdominale, toutes spécialités confondues. Pourquoi? La première raison, vous le voyez, parce qu'un organe comme le foie bouge jusqu'à 4 cm par les mouvements respiratoires. Et puis, on a le pneumopéritoine qui va déformer l'organe. Et puis, on a le fait que la première chose qu'on fait, c'est de mettre un rétracteur, un écarteur, qui va mettre le foie dans une position qui n'est pas celle dans laquelle on avait fait le scanner la veille. Et donc ça a été un challenge énorme. Et ce challenge, eh bien, pendant 2 ans, on a réfléchi avec les ingénieurs de Siemens pour imaginer comment on arrivait à lever ce verrou technologique. Eh bien, pour lever ce verrou technologique, avec les ingénieurs de Siemens, on a imaginé un bloc opératoire futuriste où on avait la totalité des possibilités d'imagerie, c'est-à-dire dans le bloc opératoire,
un scanner, une IRM, un zygo robotisé qui est, vous le voyez, comme un scanner en temps réel dans le bloc opératoire. Et au bout de ces 2 ans de brainstorming, en 16 mois, on a construit un nouvel institut avec un nouveau bloc opératoire. Et ce bloc opératoire, vous en voyez le concept, eh bien, le malade, pendant l'opération, il a son scanner pour le foie, par exemple, qui va donner la phase artérielle, mais aussi la phase veineuse, avec les 2 systèmes veineux, portal et hépatique, et puis l'IRM, parce qu'on veut bien sûr voir mieux les voies biliaires, et c'est l'IRM qui va le mieux voir les voies biliaires, donc on est toujours dans le même bloc opératoire. Et ensuite, pendant l'intervention, eh bien, vous voyez qu'on a ce fameux zygo, qui est un scanner robotisé, qui en 1 seconde va faire 360 degrés, et qu'en 1 seconde va pouvoir intégrer les images et du scanner et de l'IRM qu'on vient de faire pour avoir une image médicale dans le bloc opératoire d'excellente qualité. Ça, c'est le principe d'un bloc opératoire hybride. Alors, on est arrivé, et ça c'est une image par drone qui a été faite il y a 2 ou 3 semaines par notre partenaire Siemens. Voilà ce nouveau building qui est juste en face de l'IRCAD, qui relie également notre hôpital. Et vous voyez qu'il y a une liaison avec l'IRCAD pour la recherche et l'éducation, une liaison avec l'hôpital pour traiter les malades. Et on a deux niveaux exactement semblables, mais l'un qui va être pour les patients et l'autre qui va être pour la recherche, pour améliorer ces technologies afin d'avoir la meilleure vision possible, notamment en transparence. Alors ça a été l'augmentation de la vision. Il y a l'augmentation du geste chirurgical, de la main du chirurgien, comment faire des instruments de plus en plus intelligents. Et bien, notamment, on sait que la robotique de demain va être une robotique qui va intégrer l'image. Et si elle intègre l'image, eh bien, ça va être comme quelqu'un dans une voiture avec un GPS. Et vous voyez ici le chirurgien, il a son GPS parce qu'il a l'image virtuelle qui a été faite auparavant. Il n'a même pas besoin de sortir de la partie maître du robot, puisque l'image est bien sûr intégrée dans ce qu'il voit. Il voit l'image chirurgicale au-dessus et il voit l'image virtuelle en dessous. Ça, c'est le geste augmenté. Le troisième challenge, c'est augmenter le cerveau du chirurgien, notamment pour améliorer sa stratégie, mais aussi pour améliorer son geste chirurgical. Alors, j'aime beaucoup cette diapositive de notre directeur scientifique. Il dit toujours, quand on regarde 2 bâtiments, vous avez à gauche un hôpital, non, à droite un hôpital, à gauche un aéroport, on a l'impression que ça pourrait être le même architecte. Et en fait, on voit qu'il y a une grosse différence, c'est que dans l'aéroport, vous avez une tour de contrôle. Et en fait, on s'aperçoit que dans un hôpital, on n'a pas de checklist, pas de black box, pas de tour de contrôle et pas de données normalisées. Et donc, on est convaincu qu'on va pouvoir le faire. Et c'est la raison pour laquelle on a initié un nouveau programme sur l'intelligence artificielle intégrée dans le bloc opératoire qui s'appelle Condor. Et en fait, vous voyez qu'on a donné à l'ordinateur 120 vidéos d'une procédure simple, l'ablation d'une vésicule biliaire, et que l'ordinateur a immédiatement compris que cette procédure se faisait en 7 étapes. Et quand on demande à l'ordinateur de nous trouver, par exemple, la période où on met le cystique, un clip sur le cystique, et bien tout d'un coup, on a les 120 vidéos avec le clip qui est mis sur le cystique. Et donc, on comprend l'importance de l'intelligence artificielle, puisque, bien sûr, dès que le chirurgien fera un geste qui n'a pas été prévu, que l'ordinateur n'aura jamais vu, il va bien sûr soulever un problème et entraîner une alarme. Le dernier point à voir rapidement, c'est le training. On ne peut pas être acteur d'une mutation chirurgicale si on n'imagine pas aussi un training. Et là, vous voyez qu'on a développé une école chirurgicale où on a des blocs opératoires sur animal de laboratoire avec 20 colonnes qui permettent aux chirurgiens, bien sûr, de se former. De la même manière, un étage complet de l'IRCAD est dédié aux nouvelles technologies chirurgicales et la formation en chirurgie robotique. Et enfin, on a développé une université virtuelle sur
Internet qui s'appelle WebSearch, traduite en 7 langues, gratuite, et qui permet de voir toutes les nouveautés, tout ce qui existe de nouveau en innovation et technique chirurgicale. Et vous voyez qu'il y a plus de 360 000 membres actuellement de WebSearch. Alors je terminerai par le fait que l'IRCAD et l'IHU ont été attractifs pour, vous le voyez, des centaines de visites de toutes les universités dans le monde qui voulaient voir et appréhender ce qu'était cette nouvelle approche chirurgicale. Je termine par la globalisation du concept. Vous voyez qu'on a créé l'IRCAD en France en 1994, à Taïwan en 2008, à Sao Paulo, dans l'état de Sao Paulo en 2011, à Rio de Janeiro en 2017. Et actuellement, on a plusieurs projets. On a un projet en Chine à Jinan, un projet à Beyrouth au Liban et un projet à Santiago, Santiago du Chili. Un très grand merci pour votre attention. Bien, cette vidéo fait parfaitement le point sur ce qui est la chirurgie de demain. Elle aborde bien tous les problèmes techniques, les problèmes d'éducation, et c'est le bon point de départ pour la tenue de cette séance.